Le petit Enzo vient de naître. Je vais ramener le petit loup. Dans quelques semaines, voire dans quelques mois, sa peau claire prendra une couleur définitive. Elle deviendra noire. Aux yeux du monde, il sera considéré comme un noir. C'est le regard de l'autre qui décide si je suis noir ou blanc ou mulâtre. Le jour où je suis devenu noir, c'était en maternelle. Je crois qu'on était une trentaine dans la classe et il y avait 2 noirs, dont moi. Ces enfants, ces femmes, ces hommes, de différents horizons, de tous les âges, de toute la France nous racontent leurs histoires. Moi, mon parcours, il est classique. Rappeur, footballeur, marque de t-shirt. J'ai fait vraiment tout ce que les Noirs classiques font, quoi. Des trajectoires de vie marquées de clichés, de préjugés et d'injustices. Ouais, vous devez avoir du rythme, hein. Personnellement... S'il y a de la musique et que tu restes dans ton coin, tu danses pas? Mais attends, chez toi, on danse pas. Attends, on a le rythme dans la peau chez toi. Vous vous présentez pour un entretien d'embauche et vous voyez au regard que c'est fini. Mais aussi un chemin traversé d'optimisme et de fierté. Ces Noirs en France construisent et vivent une histoire en perpétuelle transformation. Moi, j'ai manifesté pour le mouvement Black Lives Matter. Ça nous a permis de parler, d'être plus forts, en fait. Quand je vois Omar Sy ou Yannick Noah, personnalités françaises les plus aimées, même moi, 4e personnalité française devant des Griezmann, moi, je suis choqué, moi. Les portes sont fermées, mais il faut qu'on passe par la fenêtre. Tous ces parcours singuliers proviennent d'une histoire commune, celle de la France. Mon grand-père est ce qu'on appelle les tirailleurs. Il est venu en France à 22 ans. Celle de la culture populaire, ainsi que de certaines mentalités héritées du passé. Mais je voudrais pas que mon fils épouse une noire. Pourquoi, madame? Parce que le café au lait est indigeste. Ah oui? Oui. Ces Noirs en France prennent la parole et se racontent ici sous un jour nouveau. Joyeux anniversaire, Maëlie. Le gâteau que je vais manger. Joyeux anniversaire, Maëlie. Joyeux anniversaire. C'est beau, c'est violet. Je m'appelle Maëlie, j'ai 9 ans et j'habite à Meudon-la-Forêt et je suis en CM1. Mon gâteau préféré, il est au chocolat. Mon plat préféré, c'est le McDo. Joyeux anniversaire, maman. J'ai une petite sœur. Quand on est ensemble, on joue, on chante, on fait des choses dans ce genre. J'ai les longs cheveux. Je suis bof de taille. J'ai les yeux noirs. J'ai la peau de la couleur noire, voilà. C'est pendant l'enfance que l'on prend peu à peu conscience de sa couleur. Maëlie découvre sa différence dans le regard de ses camarades de classe et s'aperçoit qu'elle fait soudain partie d'une minorité. Allez, t'es prête? 3, 2, 1, on fait la dernière. Dans ma classe, on n'est que 2 élèves noirs. Ah, elle a gagné. On m'a déjà dit, tu es noire, donc je ne joue pas avec toi. Ou que tu n'es pas belle et que je ne joue pas avec toi. Ça me rend un peu triste.
Voilà. 1, 2, 3, soleil. À toutes ces personnes, j'ai envie de leur répondre. C'est comme si vous, il y avait peu de blancs et que nous, on était plus de noirs et qu'on vous disait, bah, vous êtes moche parce que vous êtes blanc. Voilà. Maëlie n'est pas la première à imaginer cette situation. Dans les années 60, par exemple, ces questions liées à la couleur de peau ont été posées à des écoliers. Dans l'école ici, il y a des petits-enfants qui n'ont pas la même couleur de peau que toi. C'est des camarades, tu les aimes bien. Oui. Est-ce que tu aimerais être comme eux, toi? Non, j'aime mieux être blanc. T'aimes mieux être blanc. Et si tu te trouvais en Afrique, dans une école, tous les petits-enfants seraient noirs, et toi tu serais blanc. Tu aimerais ça? Non, j'aimerais mieux être noir. Pourquoi? Parce que quand je suis dans une école et que les autres sont noirs, j'aime mieux être noir. S'ils étaient blancs, j'aimerais mieux être blanc. Alors mon premier souvenir d'enfant noir, c'est quand je suis arrivé en pension. Quand je suis arrivé en pension, j'étais le seul non blanc de toute la pension. Et je suis devenu bamboula au bout de quelques minutes. Et là, tout d'un coup, ouais, je me suis dit, bah, je suis noir. Le jour où je suis devenu noir, c'était en maternelle. On était arrivé en Normandie. Et en fait, à la fin de la récré, il fallait se mettre en rang 2 par 2 avant de rentrer dans la classe. Et je me rappelle que personne voulait me donner la main parce que j'étais le seul noir, en fait, de la classe. Il y avait une petite, et elle voulait pas me donner la main. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu veux pas me donner la main? Et elle m'a dit, parce que t'es noir. Et je l'ai regardé, j'ai dit, oui, mais là, c'est blanc, tu peux attraper, là. Allez, ta deuxième main. Et tu appuies. Doucement. Ça a coulé sur le côté en plus. Attends, mets comme ça. Les œufs ou la farine? La farine. C'est bon? Ah, ça sent bien le chocolat. Ça. De toute façon, il allait partir. Maman, moi, il y a un garçon, il disait que je suis comme un chocolat. Bah oui, c'est bien. Et il y en a un, il me dit que je ressemblais à un caca. Il t'avait dit que tu ressemblais à quoi? Un caca. Oui, ça par contre, c'est pas gentil. Ah, par contre, ça, je suis pas d'accord. T'aurais dû répondre, hein. Faut te défendre, hein. Faut être fier de ce que t'es. C'est pas gentil, ça. Ce qui n'est en apparence qu'une blague d'enfant, ces gros mots qu'on lance en cours de récréation, constituent une des premières expériences vécues par bon nombre d'enfants noirs. C'était en primaire, où on m'appelait Caca, parce que Cathy, donc Caca, et aussi parce que j'avais la couleur du caca, donc ça collait parfaitement bien. Voilà. En maternelle, il y a un élève qui est venu, il me dit ouais, pourquoi t'es noir, t'as mangé du caca? J'ai regardé un peu, je me vois comme si c'était hier. Je m'étais jamais posé la question. Ouais, t'es noir et pourquoi en fait? Je me rappelle, je lui ai répondu non, j'ai bouffé trop de chocolat. Dans l'Amérique des années 40, une expérience est menée auprès d'enfants afro-américains. Nous sommes en pleine ségrégation. Les Noirs sont séparés des Blancs selon des critères raciaux et ils constituent une classe inférieure pendant que les Blancs dominent. Des scientifiques veulent alors mesurer le poids des préjugés raciaux sur l'inconscient des enfants. Ils mettent donc au point le test de la poupée. On donnait à choisir à des enfants noirs
aux États-Unis entre une poupée blanche et une poupée noire, et on s'apercevait que l'enfant prenait la poupée qu'il préférait plutôt que la poupée qui lui ressemblait le plus, au fond. Et c'était presque toujours la poupée blanche, ce qui indiquait qu'elle pense qu'on est moins beau, que l'on est moins plaisant qu'une personne avec la peau blanche. C'était l'Amérique des années 40. Tout cela semble loin. Et pourtant, nous avons refait le test. Alors, je vais te poser quelques questions. Nous avons posé les mêmes questions aujourd'hui en France à une dizaine d'enfants. Quelle poupée tu préfères? Celle-là. Elle. Quelle est la poupée que tu préfères? Pourquoi? Parce que quoi? Car que c'est mon préféré. Celle-là. Pourquoi? Parce que ma sœur, elle joue que avec ses poupées blanches. Ce serait la blanche moi. Pourquoi? Parce que j'aime bien ses yeux bleus. Quelle est la poupée la moins jolie? Celle-là. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'elle est noire. Quelle est la poupée la moins jolie? La noire. Parce que j'aime pas trop le noir. Pourquoi? Parce que tous les enfants de mon école, ils sont blanches. Et moi, quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche. Moi, je me souviens aussi très tôt de cette envie qui a été assez forte à un moment donné, de cette idée que moi aussi j'allais devenir blanche. C'est-à-dire tous mes camarades étaient blancs et je me disais, mais dans le fond, moi aussi, un jour, je vais devenir blanche parce que ce serait quand même beaucoup plus simple si j'avais la même couleur de peau que tout le monde. Pendant très longtemps, je refusais de manger du chocolat noir parce que j'avais peur d'être encore plus noire. Voilà, j'assume à moitié, mais ça a été vraiment très très longtemps. Et donc du coup, je mangeais que du chocolat blanc. Ça, c'est un truc vraiment très très enfoui en moi que j'ai jamais avoué à personne. Mais plusieurs fois, je me suis dit, putain, si j'étais blanc. En histoire, quand on parlait des Noirs et tout, c'était un peu l'esclavage, c'était un peu une image, on va dire, négative, tu vois, du Noir. Et bien sûr qu'à un moment donné, je m'étais dit, j'avais envie d'être blanc, quoi. Aujourd'hui, j'ai honte. J'ai honte d'avoir fortement désiré être blanche. Ouais, ça, c'est horrible. C'est-à-dire que je pense que c'était juste la compréhension du fonctionnement de la société. Et donc, tout ce qui était désirable, je pense que j'ai compris assez tôt que c'était ce qui était blanc. Outre l'attraction pour la couleur blanche, les cheveux et les yeux suscitent une fascination absolue. Sûrement que je voulais avoir des yeux bleus, je voulais avoir des cheveux de blanche, qui, quand on fait ça, la mèche, voilà, ça c'est un geste que je pouvais pas faire. Je voulais pouvoir jouer avec mes cheveux, comme ça. À l'école, on nous appelait tête de mouton, il me semble, parce qu'on avait souvent des petits cheveux curly, et c'était doux, mais c'était tête d'agneau, il me semble. On nous appelait un truc comme ça. Et je me rappelle que on voulait tous être blancs, avec ses cheveux longs, parce que ça plaisait aux filles déjà, enfin voilà. Kirikou, Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant, mais il est vaillant. Kirikou nous libère après la sorcière. Kirikou nous libère après la sorcière, après la sorcière. Quand je regarde Kirikou,
Je suis contente parce qu'il y a beaucoup de noirs et parce que dans l'histoire, c'est un héros et qu'il est drôle. Kirikou fut l'un des premiers dessins animés français à mettre en scène un héros noir en 1998. Kirikou a libéré les hommes. En France, avant cette date, des générations entières ont grandi avec les stéréotypes du noir primitif. Du noir divertissant. C'est un sacré rigolo, lui. Super. Du noir naïf. Je m'appelle Bamboula. J'ai donné mon nom à un biscuit au cacao. Et cannibale. Oh non, pitié, je vais vous donner quelque chose. L'image du sauvage noir va perdurer et marquer aussi bien les noirs que les blancs dans la culture populaire française. Nous, quand on était mômes, on avait juste un truc qu'on comprenait pas. C'est pourquoi Tarzan, le roi de la jungle, c'est un blanc. Comment ce mec arrive avec une meuf blanche, il pousse des cris et tous les animaux arrivent. Alors que nous, tous les blancs qu'on voit pour de vrai dans la brousse avec tous les animaux, dès qu'ils voient un animal, ils partent en courant. Et en fait, c'était notre blague. Tarzan, le roi de la jungle. Avec les locaux, tu sais, avec des espèces des os dans le nez. Des os dans le nez, quoi. Qui sont des espèces d'animaux sauvages. Ouais, ça, c'était quelque chose qui m'avait amusé, encore. Alors après, je vais pas te raconter les histoires du club Dorothée et tout ça et tout, où il y avait une chanson de Dorothée qui était « Elle avalait la machine à avaler ». Où est le lion qui agite sa crinière? Elle avalait la machine à avaler. Où est le grand chef qui voulait toujours la guerre? Il y avait des tontons noirs qui étaient là, habillés un peu avec de la peau ou un truc comme ça. Et Dorothée, elle était dans une marmite et ils allaient la manger, tout ça et tout. Tu regardes ça, t'as genre 10 ans, 9 ans, je sais pas, t'as honte un peu, quoi. Tu te dis, mais ça, c'est nous, ça? Non, mais il y a dans les années 80, moi j'ai grandi dans les années 80, en vérité, il y a eu plein d'horreurs, il y a eu plein d'atrocités. Il y avait des clips incroyables avec des sauvages, il y a plein de sons, plein d'onomatopées. Je me rappelle, il y avait une musique qui reprenait un peu ces stéréotypes. Il y a des papous partout dans la rue. Qu'est-ce qui se passe tout à coup? Il y a plein de papous dans les bars, dans les bus, dans ma boîte à cachou. Il y a des papous qui sortaient des bouches d'égout, derrière les bennes à ordures, qui montaient dans les poteaux électriques. Avec leurs cris de guerre, ils font la chasse aux autos. Ils grimpent au réverbère pour cueillir des noix de coco. Il y a des pas. Ça fait un peu comme les envahisseurs, un peu. Enfin, ils sont parmi nous, ils vont nous faire quelque chose. Est-ce que c'est normal? Ouais, normal. Bon, voilà, ouais, bah, c'est normal, ouais. C'est normal. Bon, avec le recul, non, c'est pas normal, mais quand on est petit, on nous a mis ça dans la tête. Moi, cette musique m'a marqué. Tout ce qui était disséminé à travers la culture pop avait des conséquences concrètes sur les expériences de Noirs à l'époque. Attends. Oh. Il me dit, vous pourriez enlever vos lunettes de soleil quand vous me parlez là. Puis ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines. Moi, on me l'a dit plein de fois, ça. Ce ne sont pas tes lunettes, ce sont tes narines, ou prendre l'accent africain et tout ça. Donc, les conséquences, elles sont très concrètes, elles sont pas au second degré. À cette époque, en l'absence quasi totale de figures emblématiques en France,
les Noirs se tournent vers l'Amérique. Malgré la ségrégation raciale, l'Amérique noire avait réussi à imposer des modèles dans les domaines culturels et sportifs. Mon modèle, c'était Arthur Ashe. Arthur Ashe est un joueur américain, noir américain. Il a été numéro 1 mondial. C'était mon héros. Je sais pas, j'avais l'impression de lui ressembler. Et de toute façon, j'avais vraiment envie de lui ressembler. J'essayais de marcher comme lui. Il avait un port de tête, il était très digne. Il s'est trouvé que mon héros, je l'ai rencontré quand j'avais 11 ans. J'étais au Cameroun, il est venu faire une tournée au Cameroun et j'ai pu le voir pour de vrai. Et il m'a tendu la main et ça a bouleversé ma vie. Dès qu'on a tapé la première balle, les gamins ont hurlé, quoi. Et Arthur, il était halluciné de voir un môme qui jouait comme ça dans ce bled paumé. Et donc il y a eu un échange, voilà, on a joué une dizaine de minutes. Après, il m'a filé sa raquette. Et voilà, je dormais avec sa raquette, quoi. C'était le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Et puis le lendemain, il m'a signé un poster. Il m'a marqué pour Yannick, j'espère que je te verrai un jour à Wimbledon. Voilà, j'avais 11 ans et demi. Et 7 ans plus tard, on jouait tous les deux en double à Wimbledon sur Central. Toute la force de l'inspiration, l'importance d'avoir des modèles, mais surtout des modèles qui te déçoivent pas, quoi. Parmi les modèles qui n'ont pas déçu, le champion américain Mohamed Ali va marquer un tournant. Il clame sa fierté d'être noir, aussi bien sur le ring que sur les plateaux de télévision, comme en 1976, dans l'émission littéraire Apostrophe. Mohamed Ali arrive dans le studio, vous voyez, avec quelques photographes autour de lui. Et vous venez donc de publier votre autobiographie sous le titre « Le plus grand ». Puis le seul titre qu'il ne revendique pas, c'est le plus modeste. À Paris, en Angleterre, en Amérique, partout, les Noirs ont l'impression d'être traités comme des animaux. Alors c'est une revanche pour eux, quand ils me voient. C'est une inspiration pour eux. Vous vous dites, quel est ce Noir qui ouvre sa grande gueule? Non, nous lui avons jamais appris à se comporter de la sorte. Nous avons fait des esclaves de gens comme ça. Nous n'avons jamais appris à ces gens-là d'être fiers. Alors quel est ce Noir qui subitement se permet d'ouvrir sa grande gueule pour dire qu'il est le plus grand? Alors ça vous gêne. La figure de Mohamed Ali deviendra celle du peuple noir qui relève la tête. Un parcours qui fascine encore la nouvelle génération. Mohamed Ali, c'est un modèle que j'ai mis près de mon lit parce que quand je me réveille le matin, je vais regarder ce poster parce qu'il va m'apporter vraiment du courage. Je vais le regarder et je vais me dire, si lui a pu le faire, je peux le faire. Je me dis, si lui a pu faire tout ça en partant de rien, je peux très bien faire ma vie et réussir ce que j'entreprends. Je m'appelle Ibrahima, j'ai 17 ans. Je suis en bac pro électricité. Je suis né à Dakar, la capitale du Sénégal. Je suis arrivé en France à 5 ans. C'est mon papa qui a préféré qu'on vienne ici par rapport à l'école. Parce qu'au Sénégal, c'était pas trop ça. Maintenant, j'habite à Niort, à côté de La Rochelle. C'est une ville qui est plutôt calme, agréable. On n'est pas vraiment dans la campagne. Pas trop dans une grosse ville non plus. J'ai un bande de potes à Niort.
Je les vois souvent, on se croise au lycée, certains, voilà. Même moi. Dis, on chèque, toi, tu fais les gens. T'as vu ça? On s'amuse tous. On profite, en fait. Il fait beau aujourd'hui. T'as vu? Tout le monde carrément. Je brille, on dirait un dieu. Non, là, le temps, je comprends pas. Mets de la crème. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. Mais moi, de mon côté, je suis quelqu'un de plutôt solitaire. Sur le pied, ça fait crrr. Je vais être plutôt réservé. Ça a duré combien de temps? Et avant d'agir, je vais plutôt réfléchir, en fait. Zigzag, juste comme ça. Vous voulez une photo? Pendant l'adolescence, période ô combien bouleversante, Ibrahima prend conscience de sa place dans la société. Il se confronte aux humiliations et aux actes racistes. 32% des personnes d'ascendance africaine ont déjà été victimes de harcèlement raciste. Une fois, il m'est arrivé un truc, ça m'a vraiment choqué. Je rentre en 6e. J'avais déjà une certaine appréhension du collège parce que tu rentres, première année, t'es dans la classe des plus grands, donc t'as peur forcément. Je sors de cours, il y a 3 jeunes qui sont autour de moi, qui m'encerclent, 3 jeunes que je pensais connaître. Ils ont baissé mon pantalon et ont dit « Voilà comment on déshabille un négro ». Sur le coup, j'ai été en pleurs. J'ai été très mal. Et personne n'a réagi. Les gens ont plutôt rigolé. J'ai pas eu le temps de dire quelque chose. C'est arrivé comme ça. Et tu peux pas cacher ton émotion, en fait. La blessure d'Ibrahima vient de loin. Popularisé au XVIe siècle, le mot nègre porte en lui les stigmates de l'esclavage, de la traite négrière et de la colonisation. Un symbole d'infériorisation qui perdure à travers les générations. À l'école, tu te rappelles, toi? Non, c'est Thierry, je crois, hein, à l'école, quand tu traitais de petit négro. Bon, seulement, à force de ne rien dire, on passe toujours pour une victime. Il faut de temps en temps réagir. Alors, qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là? Par exemple, en pleine classe, bientôt je vais dire si quelqu'un me dit « Oh, ça m'étonne pas, elle est noire hein. », ben, je m'arrange pour une autre fois le ridiculiser en pleine classe. Moi, je veux mieux m'arranger par la ruse que par la force parce que je sais bien que je préfère être honnête que nous. Je suis rentré chez moi en pleurs. Mon père m'a demandé ce qui allait pas, en fait. Et la première chose que je lui ai dit, c'est « J'ai pas ma place ici, je suis pas fait pour vivre ici ». La première chose que je lui ai dit. Il comprenait pas. Je lui ai expliqué ce qui m'arrivait, parce qu'il m'arrivait plusieurs choses depuis certaines semaines, certains mois. Il était sous le choc, parce que lui pensait vraiment que c'était tranquille maintenant que tout avait changé, alors que pas du tout, en fait. Quand tu passes à côté de gens de couleur blanche qui te regardent et qui utilisent déjà le mot négro, qui est quand même très grave, quoi. T'as déjà mal, ça te pique. Et tu sais pas comment te libérer de tout ça, en fait. Tu sais pas comment en parler. Pour ne plus subir, pour sortir du statut de victime, des intellectuels noirs vont s'emparer du mot nègre. Ils lancent en plein cœur de Paris, dès les années 30, l'un des courants les plus importants du monde noir, la négritude. Je passe dans une rue à Paris. Je me suis mal rangé. Et là, petit nègre. Et moi, je réponds automatiquement, le petit nègre t'emmerde. Hein? Et j'avais commencé une revue
la revue du monde noir. J'ai dit non, il faut mettre la revue du monde nègre. Parce que le mot nègre est pour eux une insulte et un mot péjoratif. Aimé Césaire crée le mouvement de la négritude avec des écrivains comme Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas, entre autres. Aimé Césaire, que faut-il entendre par négritude? Oui, je sais que le mot n'est pas très bon. Mais on n'a pas trouvé d'autre. En tout cas, il dit bien ce qu'il veut dire. C'est tout simplement l'ensemble des vertus du monde noir, l'ensemble des qualités de la civilisation négro-africaine. C'est un mouvement littéraire qui s'est donné pour but d'exprimer les problèmes de l'homme noir sur la base d'une prise de conscience par celui-ci de sa propre et de sa véritable condition. Ce mot nègre qui sonne comme une insulte, Aimé Césaire le revendique et en fait une fierté. Bande de nègres à la con, c'était un voisin dans notre immeuble HLM et je me souviens très bien qu'il y a eu un éclat de rire général parce qu'on trouvait l'insulte tellement méchante, raciste et stupide que ça nous a fait rire parce qu'on disait le voisin il craque. Enfin, on a ri de ça. J'ai appris à contourner les trucs, à malheureusement m'en accommoder parce que si on s'arrête sur toutes les choses, tous les actes racistes qu'on subit et qu'on se plaint tout le temps, mais t'as même pas le temps de vivre en fait. Il y a eu un match où un jour, il y a un joueur qui s'appelle Dani Alves qui reçoit du public, on lui envoie des bananes. Et au lieu de peut-être crier au racisme, de faire stopper le match et tout ça, lui, il a eu beaucoup d'humour et ça, j'ai adoré. Il s'est baissé, il a pris la banane, il l'a épluchée, il l'a mangée avec un grand sourire. Je me suis dit, ça, c'est un vrai bras d'honneur vers toutes ces personnes qui lui ont envoyé la banane. C'était super marrant. C'est ma 10e année d'athlétisme là. J'aime ce sport plus que tout en fait. Ça m'aide à me défouler, à me sentir bien. Je vais passer les mètres. Je me pousse à bout. J'ai vraiment l'impression de voler. Et ça me procure vraiment un sentiment de fierté en fait. Quand je vais m'entraîner, vu que je vais mettre un jogging, la police m'a déjà arrêté. Ils m'ont suspecté d'avoir volé quelqu'un dans la rue, sous prétexte que je courais capuché à une certaine vitesse parce que je faisais mes entraînements, quoi. Et quand t'es noir et en jogging, t'es suspecté directement. Et tu peux demander des explications. Ouais, c'est un contrôle de routine. Sauf que ça fait 3 fois en 4 jours, les mecs. Enfin, un contrôle de routine, voilà, quoi. T'es forcément visé, tu marches, t'es noir, t'es contrôlé. J'en ai eu un il y a pas longtemps, j'étais en vélo. J'étais en train de faire du vélo comme ça et tout. Et je vois une voiture de police qui s'arrête à côté de moi. Moi, tu vois, je suis habitué. Il y a des gens qui m'arrêtent, qui me demandent des photos, tout ça et tout. Donc les policiers ils me disent arrêtez-vous. Dans ma tête, je sais pas pourquoi, je m'étais pris pour un autre. Je m'arrête, je commence à faire oh les frérots, ça va ou quoi? On est là au calme. Les mecs, je vois déjà ils rigolent pas du tout. Je dis tiens c'est bizarre pour des gars qui veulent me demander des photos, ils sont un peu sérieux quand même. Il me dit ah vas-y pièce d'identité, vous avez une pièce d'identité. J'avais rien fait, j'étais en vélo en train de truc. Allez papier d'identité, c'était il y a même pas longtemps là. Quand je me rappelle avec mon groupe les Psychiatres de la Rime, on prend le train pour aller en concert et qu'on est en première classe et qu'on est tout tranquille et que tu vois le contrôleur qui arrive de loin
et il a même, loin de nous, il n'a même pas commencé, qui dit « La deuxième classe est là-bas !» Et qui voit que notre manager est blanc et qui nous dit « Ils parlent français, eux? Ils parlent français, eux ?» Toi, tu es là, tu le regardes, tu poses des questions, tu le vois qu'il devient tout rouge. Que la police a été appelée avant même de contrôler nos papiers, nos trucs, tout simplement parce qu'il nous a vus. Et par contre, il ne parlait pas avec nous. Il ne parlait qu'avec notre manager blanc. Et du coup, il appelle la police qui nous attend, qu'on descend, alors qu'on avait nos billets, qu'on partait faire des concerts. Dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est parti jusque-là. On n'a même pas dit un mot. C'est parti trop loin. Les préjugés ont la dent dure. De la même manière qu'il existe des signes extérieurs de richesse, qu'ils soient vrais ou faux, nous n'échappons pas aux stéréotypes façonnés par notre histoire. Au XVIIIe siècle, Louis XVI soumet le séjour des gens de couleur en métropole à des régulations strictes. Il promulgue la fameuse déclaration pour la police des Noirs. Le but de cette ordonnance de 1777, c'est de renforcer les contrôles envers les Noirs. Le séjour des Noirs dans les villes de notre royaume y cause le plus grand désordre. Lorsqu'ils retournent dans les colonies, ils y portent l'esprit d'indépendance et d'indocilité et y deviennent plus nuisibles qu'utiles. Pour cette raison, Louis XVI défend l'entrée dans le royaume à tous les Noirs. Je me suis fait contrôler et le policier dit au Takuwatki, oui, j'ai quelqu'un de type négroïde. Et c'est là que je me suis dit, c'est comme ça qu'on me considère en France, en fait, de type négroïde. Je devais avoir de mémoire 16 ans, 17 ans. Le 25 mai 2020, aux États-Unis, un événement dramatique réveille la conscience mondiale. Le noir américain George Floyd, 46 ans, meurt asphyxié sous le genou d'un policier blanc. La scène d'une violence insoutenable va faire le tour du monde grâce aux réseaux sociaux. Porté par la jeunesse, le mouvement Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, va connaître une ampleur planétaire. Que ce soit à Joburg, que ce soit à Dakar, que ce soit à Paris, que ce soit aussi à New York, on s'est tous mobilisés à peu près en même temps. On était de toutes les origines et c'est ça qui était assez incroyable. Il ne sera plus l'affaire des Afro-Américains qui combattent le racisme dans leur pays. Moi, j'ai manifesté pour le mouvement Black Lives Matter parce que je trouvais que on était tous concernés, en fait. Le mouvement Black Lives Matter devient le nouveau visage de la lutte contre les injustices à travers le monde. Et ce qui est bien, c'est que pour une fois, on n'était pas concernés que nous. Les Blancs aussi, ils ont dit « mais ça se fait pas !» Merde, nanana. Donc c'est bien, parce que les Blancs, ils ont pris conscience du truc. On a vu pour la première fois une partie importante de la population blanche s'associer aux manifestations, ce qui n'était pas le cas avant. Au-delà de la couleur de peau, c'est l'humanité tout entière qui s'exprime, brisant les frontières de race et de genre. Assistons-nous à un véritable tournant, à un changement de mentalité? Ibrahima en est convaincu. Le mouvement Black Lives Matter, en fait, ça nous a permis de parler, d'être vus et d'avoir eu une chance, en fait,
de pouvoir dire ce qui n'allait pas et de pouvoir se montrer. Mais ça commence à faire son effet, je crois. Quand on marchait avant, on n'avait aucun commentaire positif, on va dire. Maintenant, on va marcher en bande et tout. On va nous dire, oui, vous êtes beau, vous êtes ça, j'adore. Hein. C'est plutôt positif. Et je pense qu'on est en train de changer une vision de nous. On est en train d'être plus fort, en fait. Je suis jamais venu ici. Hein. C'est la première fois. La première fois. Tu vas voir, c'est cool, en bas, juste il y a des moustiques. Tu risques d'être un peu piquant. Mais si tu gères, c'est pas grave. Genre, en plus, il fait beau, donc ça va le faire, je pense. C'est beaucoup plus agréable, en fait, maintenant. Parce que avant, on voulait pas trop se faire remarquer. Donc ça veut dire qu'on était souvent vu comme noir. Bah, tu t'habilles en jogging, en noir, puis on me dit cela. Maintenant, on va beaucoup plus être libéré. On va plus être en noir, en fait. Et c'est plus joyeux. On va plutôt vivre notre vie comme des ados normaux. C'est beaucoup plus cool. Vous pensez que si je mets la grille maintenant, c'est bon? Ouais, je le fais. Attends, vous les avez piqués? Ouais. Les brochettes. Débarque dans le club accompagné de méthode. La classe de Brad Pitt, normal que ta femme me bug. Je marche avec les vrais, ouais, je rêve avec les vrais. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, en jean ou en pince. Lui et toi blanc, ce soir c'est moi qui roste. Si tu danses à la Carlton. Jeffrey, ramène-nous des glaçons. Jeffrey, ramène-nous des glaçons. Jeffrey, ramène-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey. Quand par exemple je vois Omar Sy ou Yannick Noah qui deviennent les personnalités françaises les plus aimées, même moi, 4e personnalité française devant des Griezmann, devant des joueurs de foot, moi je suis choqué, moi. Ça veut dire que dans les 4 premiers, il y a deux noirs. C'est un truc de fou. Parce que je me fous de ta couleur de peau. Ce soir, nous sommes à Marseille et nous faisons la paix. Moi, ça me donne de l'espoir. Le fait que Soprano soit une des personnalités préférées des collégiens et même des Français, je trouve que c'est quelque chose de positif dans le sens où on montre que le monde, la France dans laquelle nous on évolue n'est pas la même que celle dans laquelle on a évolué dans les années 80, 90. Donc ça change de manière positive, donc on est content, mais ça ne cache pas les problèmes auxquels les autres font face, quoi, tu vois. Être noir quand t'es rappeur, tu vois, même à la 50 Cent aux États-Unis, ça a du style, machin, toutes les filles courent après le mec dans la rue et tout, voilà. Ça, c'est bien, être noir comme ça aux yeux de la société. Mais un noir, ça doit rester dans ces cases-là. Il ne devient tendance que s'il fait du sport, du rap ou du cinéma, comme Omar Sy et tout, quoi. Un noir, il doit être cool, stylé, souriant, marrant et baraqué, sinon, bof. Cathy entame sa vie d'adulte. Je danse tout le temps dans la rue, dans le bus, partout. Son rêve de toujours, être une danseuse classique. Peu importe les obstacles qu'elle rencontre sur son chemin. Je peux être occupée ailleurs, au niveau de mon cerveau, mais mon corps, il a vraiment ces réflexes de danser tout le temps. Ou alors c'est mon esprit qui danse. Ou alors ce qui est le top, c'est les deux qui dansent ensemble. Je m'appelle Cathy, j'ai 22 ans. J'habite à Bordeaux. J'ai commencé la danse lorsque j'avais 9-10 ans, mais j'ai vraiment commencé à danser quand j'avais 4 ans. Et j'ai toujours rêvé et voulu d'être danseuse. Et ça m'a jamais quittée. Et moi, c'est vraiment la danse classique qui m'intéresse. Aujourd'hui, je vais tous les jours à l'Opéra de Bordeaux pour y travailler. Je suis hôtesse d'accueil. Je m'occupe de placer le public qui vient voir le spectacle.
J'ai jamais rêvé d'être soliste ou danseuse étoile. C'était vraiment le corps de ballet qui m'intéressait. Le corps de ballet, ça réunit plusieurs danseuses qui font les mêmes mouvements, qui sont vraiment ensemble, qui respirent ensemble. Quand on voit un corps de ballet, on dirait qu'il y a une seule personne, sauf qu'il y en a plusieurs. Et c'est ce que je trouve fascinant, de faire qu'un à plusieurs. Oui, il y a vraiment ce côté d'abolition de différence, où on est vraiment égaux. À 10 ans, j'étais la seule noire de mon cours de classique. J'avais ma professeure qui me disait c'est pas impossible, mais il va falloir te battre doublement du fait de ma couleur. Je ne me suis pas démontée, je me suis inscrite au conservatoire à Bordeaux en section classique. La secrétaire à l'accueil m'a dit oui, mais vous savez, il n'y a pas de cours de hip-hop ici. C'était non, mais tu veux faire de la danse classique, mais des danseurs noirs, ça n'existe pas, ou alors un signe noir, un petit signe noir, ça fait tache. En 1994, le signe noir des championnats du monde de patinage artistique s'appelait Surya Bonali. Classée deuxième, elle ne cachera pas sa déception. Elle refusera d'ailleurs, dans un premier temps, de monter sur la deuxième marche du podium. Je me rappelle de Surya Bonali. Elle m'avait beaucoup marqué, celle-là. Et je m'étais dit, ah ouais, j'aimerais pas être à sa place quand même. Surya Bonali, en fait, on ne lui pardonnera jamais de s'être imposée là où on ne l'attendait pas, là où on ne voulait pas d'elle. Déjà, une noire qui fait du patinage artistique, déjà, c'était incroyable. Déjà, tu dis, waouh, mais comment elle a fait pour réfléchir à faire du patinage artistique? Waouh, jamais de la vie, j'aurais imaginé faire du patinage artistique. Et vraiment, elle niquait tout le monde au patinage artistique, elle faisait partie des meilleures. Elle faisait des sauts périlleux en patin, elle faisait des trucs de ouf. Mais ce qui m'avait marqué dans le parcours de Surya Bonali, c'était aussi la violence avec laquelle elle se faisait attaquer. Lors du championnat du monde, la mère de Surya Bonali ne quitte pas des yeux sa fille adoptive. C'est elle qui a ouvert les portes du patinage artistique à Surya. Je pense qu'elle est bien partie pour patiner comme une déesse. Double axel pour débuter et tout de suite normalement la combinaison triple-triple. Triple ou piqué, triple salco, double ou piqué, ça passe bien. Techniquement, indiscutablement, c'est la plus forte. Il ne reste plus que la japonaise Yuka Sato à passer. Et sa performance technique est en dessous de celle de Surya Bonali. Pourtant, les juges vont décider de couronner Yuka Sato. Surya, à l'annonce de ses notes, a dû rapidement se faire à l'idée qu'elle n'était que deuxième derrière la japonaise Sato. On se demande si la majorité des juges a vraiment envie de la voir championne du monde. Ça, c'est clair. Je trouve que Surya Bonali, si elle n'avait pas été noire, sa carrière aurait été tout autre. Parce qu'elle ne répond pas à la norme. Parce que c'est une sportive athlétique et que justement le patinage, ce sont censés être de jeunes femmes blanches, très graciles, très fragiles, parce que c'est un sport dit élégant. Surya Bonali, déçue, ne garde sa médaille d'argent que quelques secondes autour du cou avant de la retirer. Elle veut l'or, elle voulait l'or et elle pensait ou elle a espéré qu'elle valait de l'or, mais elle comprend qu'elle ne pourra pas gagner. Avec les règles actuelles, elle ne peut pas gagner en tant que corps noir, féminin. C'est pas elle, ça peut pas être elle, quoi qu'elle fasse. Et ça m'avait fait grave de la peine. Et tu te sens grave concerné par le truc parce que tu te dis, mais pourquoi ils lui ont pas donné la médaille? Est-ce que ça a encore un rapport avec ça? Même au patinage artistique, ils vont nous faire chier jusqu'au bout. Tu vois, et je me rappelle que ça m'avait marqué. Je suis née à Port-au-Prince, en Haïti.
Je suis arrivée en France quand j'avais 4 ans et demi. Ah, maman? J'ai été adoptée. Maman, est-ce que tu peux me dire si ça passe de derrière, s'il te plaît? Alors, ben c'est bien comme ça. Oui, mais si... Oui, derrière, ça va. Mais parce que toi, Regarde, avec voilà. les cheveux. C'est fini, moi, déjà. J'ai trois poils sur le caillou, tu sais bien. Pour le coup, j'étais la seule noire au conservatoire en classique, dans mon cours de solfège. Dans mes cours de théâtre également, et aussi lorsque je prenais des cours de dessin. Je peux l'ouvrir? Oui, j'étais seule. Le souci avec la danse classique, c'est qu'il n'y a pas de matériel adapté aux peaux noires. Pas de collants, de pointes, etc. Et sauf qu'en fait, le collant est censé être de la même couleur de peau que la danseuse. On doit s'adapter, et pour s'adapter, on doit le faire nous-mêmes. J'ai trouvé la technique de les peindre au bourdonnois. Pour les pointes, je les peins au pinceau, sans forcément en mettre trop d'un coup. Le bourdonnois, c'est très très liquide. Ça ramollit le bout du chausson, là où la danseuse est en contact avec ses orteils. Le souci, en fait, c'est que on peut facilement se fracturer un orteil. Et j'ai dû passer une radio il y a 5 mois. Parce que j'avais dansé avec des pointes teintes par moi-même. Et en fait, j'avais vraiment très très mal et j'ai pas pu monter sur pointe pendant un petit moment, quoi. Moi, je pense vraiment que je suis le noir de base dans le sens où j'ai jamais fait d'extravagance. J'ai jamais voulu faire du piano classique, j'ai jamais voulu faire de la natation, j'ai jamais fait d'équitation, mais peut-être parce que ces choses-là, on me les proposait pas. Moi, mon parcours, il est classique. Rappeur, footballeur, marque de t-shirt. J'avais pas une imagination débordante pour me dire, mais et si je faisais de l'échec? Non, j'étais pas dans ce cas de figure-là. J'ai fait vraiment tout ce que les noirs classiques font, quoi. Parce que c'est ce qui s'offrait à moi. On disait très couramment, dans mon enfance, je l'entendais de la part d'entraîneurs de sport, que les Noirs ne nageaient pas bien, parce que leur densité osseuse était telle qu'ils flottaient moins bien que leurs camarades. Des balivernes, bien entendu, mais c'était quelque chose que l'on entendait couramment. Moi, j'aimais beaucoup nager, mais j'entendais que je flottais moins bien que d'autres. Les stéréotypes racistes qui assignent les Noirs à certains secteurs d'activité ont une histoire. Ils correspondent à la création du racisme biologique au XIXe siècle. En ce temps-là, le corps noir a été étudié, disséqué, mesuré, afin d'attribuer des caractéristiques physiques et intellectuelles aux Noirs. L'étude du volume crânien, par exemple, permettait de hiérarchiser les races. La race blanche était placée tout en haut, la race noire tout en bas. Il y a eu toute une mouvance occidentale qui a entrepris de classifier les espèces humaines, mais de manière hiérarchisée, avec les Noirs qui se trouvaient au plus près des singes. Ce racisme d'exploitation a permis de justifier la domination des corps blancs sur les corps noirs. Il a créé des stéréotypes violents et solidement ancrés. Les Noirs sont d'emblée inaptes aux activités intellectuelles. Et je pense que le sport est un des secteurs, justement, où ces traces du racisme pur et dur, du racisme biologique de naguère, sont encore les plus visibles parce que le sport, il parle des corps. Le sport, c'est la mise en scène et c'est le travail des corps. J'ai eu plusieurs remarques par rapport à ma morphologie, que j'ai été trop cambrée, où mon corps n'était pas adapté à la danse classique.
c'était range tes fesses. Ça les dérangeait parce qu'il n'y avait pas ce côté de ligne, il y avait toujours cette forme en plus qui dépassait, quoi. On y croit qu'on a des grosses fesses, qu'on n'y arrivera pas, que notre corps n'est pas fait pour la danse, encore moins pour la danse classique. Et vu que tu peux pas contre-argumenter, bah, tu te dis en fait la personne elle a peut-être raison. Il y a des stéréotypes qui sont à la fois positifs et négatifs, mais ce sont des stéréotypes, y compris dans le fait que les Noirs courent vite. Donc on supposait, quand j'étais enfant, que je courais plus vite que les autres. L'exaltation de la puissance sportive noire est assez récente. Au début du XXe siècle, on pense encore que le noir est robuste, doué pour les tâches serviles propres aux esclaves, mais incapable de gagner une compétition sportive et d'en comprendre les règles. Les Jeux olympiques de Berlin en 1936 marquent l'apogée des Noirs qui, depuis 30 ans, gagnaient déjà des médailles d'or. Nous sommes dans l'Allemagne nazie, les Aryens se considèrent comme des êtres physiquement supérieurs. Die Spiele von Berlin zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Sous les yeux d'Hitler, l'athlète afro-américain Jesse Owens rafle 4 médailles d'or. Ces victoires piétinent les thèses racistes du régime nazi et résonnent dans le monde entier. Hitler part d'ailleurs avant la fin des cérémonies pour ne pas avoir à serrer la main à un athlète noir, bien entendu. C'est un triomphe, à tel point d'ailleurs que des scientifiques américains se mettent en tête d'étudier la morphologie de Jesse Owens. Il y a l'idée qu'il aurait un os particulier dans son pied qui permettrait d'expliquer ses victoires. Et donc on fait des radios de Jesse Owens, on mesure ses membres, etc., à la recherche du secret. Et au fond, pas simplement du secret, mais presque de l'élément de triche, en quelque sorte anatomique, qui permettrait de comprendre ces victoires, comme si ces victoires n'étaient pas dues à une combinaison extraordinaire de talent, bien entendu, mais aussi du travail. Pourquoi les Noirs sont-ils alors majoritaires dans certaines disciplines comme la course, le foot, le basket? On sait aujourd'hui, c'est démontré scientifiquement qu'il n'y a pas de caractéristiques physiques, anatomiques, physiologiques particulières permettant de distinguer les personnes noires des autres, que leur densité musculaire n'est pas différente par nature d'une autre personne, pas plus que les os, pas plus que quoi que ce soit. L'explication est avant tout économique et sociale. Ce sont des sports populaires et accessible à tous. Le football, c'est un sport populaire au sens littéral, c'est-à-dire qu'avec un seul terrain, vous pouvez faire jouer 22 personnes. Le tennis, c'est un sport cher en termes d'infrastructure, en termes de donc un ballon pour 22 personnes, alors qu'on a une balle et 2 joueurs ou 2 joueuses ou 2 raquettes. C'est vraiment ces associations qu'il faut prendre en compte. Dans les années 80, Yannick Noah fait figure d'exception dans son domaine. Je suis différent.
En sport-études, au bahut, je suis différent. Dans toutes les classes dans lesquelles j'étais, c'était toujours la même situation. Et ça me plaisait. Ça me plaisait d'être différent. Tu joues contre le petit noir. Contre qui je jouais? Le petit noir qui est là-bas. Noah, au tournoi international de Nice, a prouvé qu'il avait la trempe d'un grand champion. Il n'est sans doute pas meilleur joueur de tennis que les autres juniors français de sa génération, mais il possède, et tout est là, le goût du combat, l'agressivité à fleur de peau et la volonté de gagner. De tempérament offensif, il utilise un gabarit athlétique exceptionnel. En somme, il compte moins sur son talent que sur son moral. Mais ces qualités-là ne s'apprennent pas. Il les possédait déjà au Cameroun, quand il n'était encore qu'un enfant. C'était pas que je jouais un rôle, mais c'est que j'avais un vrai rôle. C'est que je représentais pas juste Yannick. Je représente aussi tous les blacks qui jouent pas au tennis. C'est pas quelque chose que j'ai demandé, ça m'est tombé dessus. Voilà, j'avais envie de montrer que j'allais être le premier à le faire et prouver que le petit noir il va gagner, quoi. C'était quelque chose qui me donnait de la force. Pour certains, ça peut être une pression, moi ça me donne de la force. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est la gueule que j'ai. Je suis tellement habité. Quand il marque le point, j'ai l'image de son expression, en fait. Ça m'a marqué, qu'il pleure et tout. Tu vois toute sa famille courir. En fait, cette image, elle m'a marqué parce qu'en fait, elle est tellement symbolique. Parce que lui, il pleure parce qu'il a gagné, mais il pleure aussi parce qu'il vient de rentrer dans l'histoire, parce qu'il est noir. C'est pas parce que c'est français, non, parce qu'il est noir. Et du coup, quand toi tu es petit, tu vois ça. Je me rappelle, j'étais chez moi à Marseille, dans les quartiers nord, au Plan-d'Ao, dans mon quartier. Je me rappelle de la télé que j'avais, je me rappelle des fauteuils, l'électricité, de la joie de mon père m'est montée, celle de Yannick Noah et de sa famille, son émotion m'est montée, parce que je suis noir. Et du coup, je me suis dit, oh, merde. Il s'est passé un truc, je viens de le vivre, ce moment. C'était magique. Et là, il n'y a pas de couleur. Dans ce moment-là, il n'y a plus de rage, là. Il n'y a plus de différence, il n'y a plus de combat. Il y a de l'amour. Et l'amour d'un père pour son fils. C'est simple. Cathy, portée elle aussi par l'obstination et la flamme de sa passion, trouve dans le parcours de Nina Simone les raisons de toujours persévérer. Nina Simone, elle m'a marquée, elle m'a poussée à me battre parce que à son époque, elle a dû arrêter ses rêves et les avorter. Et je m'y suis identifiée parce qu'il y avait toujours ce côté de « on ne veut pas de toi ». Nina Simone, on le sait, vous avez décidé de chanter parce que je crois que c'était quasiment impossible de faire une carrière dans le classique lorsqu'on était noir. Yes, they refused me at Curtis Institute in Philadelphia. They refused a scholarship of mine, and they didn't give me the opportunity to start as a black classical pianist. I was refused a scholarship because I was black. Aujourd'hui, vous êtes une très très grande vedette. Mais est-ce que quelquefois, vous regrettez cette carrière classique que vous n'avez pas pu faire? Yes, I regret it. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. I think I would have been happier. I'm not very happy now. Thank you very much. You're welcome. Of which I'm certain
Moi, j'ai pas envie de m'asseoir sur mes rêves. Je veux que les choses changent. Je vais pas attendre que la société change d'elle-même parce que sinon je vais jamais y arriver. Donc go, yes. J'y vais quoi. Aujourd'hui, je sais que ça me correspond pas, le ballet classique, mais c'est moi qui le dis. C'est pas quelqu'un d'autre qui le dit à ma place. Et j'ai décidé de partir dans le ballet contemporain, à mélanger les deux, du classique et du contemporain. À ne plus être dans une case. C'est moi qui choisis où je veux être. Et je me sens bien. Mon coffre, même s'il n'est pas parfait sur le plan académique, même s'il ne répond pas à toutes les attentes qu'on aimerait, c'est mon corps et je le changerai pas, c'est ma couleur et je la changerai pas et c'est comme ça. Cathy a trouvé sa voie. Elle se sent prête à affronter le monde du travail, à se confronter à des choix dont certains lui seront imposés par la société. Je viens de Guadeloupe. J'ai vécu aux Antilles jusqu'à mes 13 ans, 14 ans. Didier, un Français d'outre-mer, a vécu de plein fouet les discriminations au travail à son arrivée dans l'Hexagone. Quand j'étais ado, je voulais travailler dans l'art. Travailler dans la décoration, dans tout ce qui est un peu galerie, tout ça. J'ai été voir mon prof de dessin. Il m'a dit, bon, Didier, si t'arrêtes tout de suite, tu pourras pas. J'avais pas la bonne couleur. C'était dans les années 90. Et du coup, bon, j'ai accepté mon sort. On m'a dit, tu vas faire du ménage. Donc j'ai fait un diplôme de ménage. Et bon, je fais du nettoyage, hein. Ma mère est femme de ménage. Ma mère a travaillé en tant que femme de ménage. Ma mère, elle a été femme de ménage. Ma mère était femme de ménage. Femme de ménage, comme beaucoup de mamans dans les quartiers. Ma mère était femme de ménage dans un petit hôpital. Elle a été femme de ménage chez des particuliers. Je vais pas déroger à la règle. Quand ma mère est arrivée en France, elle était femme de ménage. Ouais, comment elle est encore même. Ah, il y avait un truc qui m'avait tué un jour. C'était ma mère qui s'occupait d'une dame âgée. Et je voyais la dame âgée, elle parlait trop mal à ma mère. Vas-y, va chercher ça. Va là-bas, nanana. Et je vois ma mère qui reste là, gentille, good vibe. Ok, nanana. Oui, nanana. J'avais envie de mourir. J'avais envie de mourir. Parce que je devais pas assister à ça. J'étais venu chercher un truc vite fait. Tu vois? Trop mat. J'ai dit, est-ce que tu imagines pas que quelqu'un puisse parler comme ça à ta mère? Tu vois ce que je veux dire? Et je lui ai jamais dit ça. J'ai toujours gardé ça en moi. J'ai jamais dit, maman, c'est comment la dame là? Pourquoi elle parle comme ça? J'ai pas osé. Moi, quand je suis dans les hôtels, Airbnb, quand je suis quelque part, la première chose à quoi je gamberge, c'est ma mère, elle nettoyait ces chambres-là. Donc je me dis direct, je fais le lit, je range les couvertures. Pour moi, il faut que la chambre, quand je sors de ma chambre d'hôtel, il faut que ce soit propre, parce que la personne qui va le nettoyer, ça aurait pu être ma mère. Dans les années 60, dès la première grosse vague d'immigration du travail, la main-d'œuvre en provenance d'Afrique subsaharienne
est naturellement destiné aux travaux les plus pénibles. Personne ne les force à rester, mais il est objectif de reconnaître qu'ils font en France ce que les Français ne veulent plus faire. Balayeurs, éboueurs, la salubrité des artères françaises est entre les mains noires. De même que le travail à la chaîne dans les usines, où les Africains sont encore victimes de préjugés raciaux. Le 487 n'a pas encore droit aux machines, mais dans 8 jours peut-être. Le vieux rythme africain est apprécié. Il convient tout à fait au travail à la chaîne. Alors, dit-on, il danse plutôt qu'il ne travaille. Certains de ces préjugés traversent les époques, exigent de la hauteur, de la finesse et de l'obstination de la part de celles et de ceux qui en sont les victimes. 49,9% des Noirs disent avoir été victimes de discrimination au travail. Vous rentrez dans un bureau où vous vous présentez pour un entretien d'embauche et vous voyez au regard que c'est fini. Vous voyez à la façon dont la personne elle va lire votre nom. Maboula Souma. Une petite faute qui n'a aucun sens rationnel. Par exemple, il se trouve que dans mon prénom et mon nom de famille, il y a beaucoup de voyelles. Il n'est pas difficile à dire. Mais cette difficulté, c'est la difficulté à nous accepter. Je cherchais un stage pour être vendeur à Caen. Et donc, c'était un truc en alternance. Et donc, je vais dans la boutique, je dépose mon CV. La meuf, déjà, elle me regarde hyper mal quand j'arrive. Et me dit, non, on cherche pas. Et donc, je ressors et je vois sur l'affiche du magasin, il y avait écrit exactement, on cherche un vendeur en alternance, machin, tout ça. Ça m'a marqué. Ça, j'ai pas oublié. J'ai fait beaucoup de, télémarketing. Parce que le télémarketing, c'était un endroit où on voyait pas les visages et où on vous demande de changer votre nom, notamment. Toute l'équipe va s'appeler, par exemple, Dominique Laroche. Je donne un exemple, j'en ai un. Je m'appelle Laetitia Elouette. Et donc, Laetitia Elouette, quand on a mon nom, en fait, pour annoncer une réunion à laquelle je vais participer, il n'y a rien, voilà. Je m'appelle pas Aminata, pas dans le nom de famille, il n'y a pas du tout de lien avec la diversité. Et ce qui est intéressant, c'est quand on me voit arriver avec ma collaboratrice, qui est une femme blonde, et c'est elle qu'on appelle Laetitia Elouette. Parce que, évidemment, si on arrive et que l'une des deux est directrice générale, c'est pas moi, c'est forcément Nathalie qui est blonde aux yeux bleus. Voilà. Pour me hisser un peu au-dessus de cette condition, j'ai passé mon diplôme d'aide-soignant, en fait. Salut. Ah, bonjour. Ça va? C'est bien, oui. Comment s'est passée la nuit? Eh bien, très bien, très bien. Allez, je vais vous prendre attention. Le boulot d'aide-soignant à domicile, c'est d'aller chez les gens et puis prendre la température, la tension, leur donner leur traitement, les laver, les habiller. 14. En général, c'est des soins d'hygiène. Avec 69. Quand je vous vois arriver, je vois un peu quelqu'un de ma famille qui arrive. Vous m'amenez un petit peu un air nouveau, de la fraîcheur, l'envie de m'évader, quoi. Mais c'est surtout des soins psychologiques, en fait. Voilà, déjà, c'est vrai. On leur parle, on leur apporte des attentions. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de mystique, là. Quelques minutes d'échange, en fait. Et ça change tout pour eux, en fait. Ça change tout parce que ils existent. Pendant le Covid, on était les seuls à venir voir les personnes âgées ou les moins âgées d'ailleurs. Des gens qui étaient voués à mourir s'ils seraient restés seuls. On a réussi à les maintenir en vie. Oui, c'est l'aide-soignant. Grâce à notre présence, grâce à nos soins. Parfois, quand je vais faire des toilettes et tout, on sent que certains patients nous aiment pas. Pas
De par notre personne, parce qu'ils nous connaissent pas, mais de par notre couleur, donc tout de suite, ils ont cet a priori. Hop là. Donc quand on les lave, le corps ne trahit pas, quoi. On sent que le corps se raidit, le visage se ferme. Parfois même des gestes de... touche pas. On est là pour leur donner ce réconfort qu'ils ont plus parce qu'ils sont seuls. Et puis les seules personnes qui viennent les voir, c'est des gens comme moi, quoi. C'est des gens comme moi. Donc c'est un peu une petite victoire. Ça c'est mais c'est quand même relativement super violent en fait. Quand même. Pourquoi tant de haine envers nous alors que on fait que leur bien? J'ai jamais compris pourquoi en fait. Donc, on fait avec. En métropole, le regard sur les Antillais se réduira le plus souvent à une compilation de clichés sur leur façon d'être, mais aussi sur les domaines de leur profession. En général, le service public où leur présence est très remarquée. Des Antillais en France, nous en connaissons tous. Et nous les reconnaissons facilement dans la rue à cause d'un je ne sais quoi qui n'est pas obligatoirement l'uniforme de la RATP, mais qui les distingue de nos visiteurs d'Afrique et fait que parmi nous, ils sont chez eux. Qu'y font-ils? La grande majorité occupe des emplois modestes, surtout dans l'administration et les services publics qu'ils affectionnent particulièrement. Dans les années 60, le gouvernement français crée le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer, le BUMIDOM. L'organisme encourage ces Français d'outre-mer à s'installer en métropole. Il leur propose une formation et un emploi dans la fonction publique aux postes les moins qualifiés, postiers, agents de la RATP, aides-soignants, entre autres. Le BUMIDOM, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours entendu en Martinique, à la maison, sur le terrain familial globalement. Il manquait de main-d'œuvre dans tous ces postes-là dans l'Hexagone. Et voilà, c'était venez, on vous promet la belle vie, on vous promet un travail, un logement, voilà, vous serez bien. Bon, il y a du chômage chez vous. Nous sommes ici dans la lingerie de l'hôpital Pasteur qui, comme tous les hôpitaux de la région parisienne, emploie un grand nombre d'Antillais. 500 par exemple au seul hôpital Bichat. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Antillais à l'hôpital. Mais peu de personnes le savent. Ils pensent que bon, on est tous arrivés là en dansant, et avec notre rhum à la main, et puis on a été à l'hôpital, parce que la porte a été ouverte. Non, pas du tout. C'est parce que il y avait personne qui voulait faire ce boulot-là à l'époque, et puis voilà quoi. Vous en avez pensé quoi du film? Oh, très bien. Très bien, remuant. Ouais. Dans mon travail, heureusement, tout le monde n'est pas raciste. La forme l'attendait, mais bon. Je rencontre des patients qui ont une ouverture d'esprit extraordinaire. Ouais, j'aime bien Orelsan. Oui, c'est sympa. En plus, il dit pas mal de vérités. Oui, puis c'est bien articulé, c'est clair et net. Il n'y a pas de mots inconnus pour moi. Ouais. Christiane, c'est une ancienne hôtesse de l'air. Elle écoute du booba, elle écoute du soprano, elle écoute même des rappeurs que je connais pas moi-même. Ah oui. Oui. C'est dansant un peu. Ah bah il y a déjà le rythme qui me plaît. Alors avant les paroles, le rythme est important.
Donc ouais, c'est pas mal ça. Oui. Mais il y a pas mal de rappeurs qui font des trucs un peu latinos. Les trucs latinos, j'adore. Ah oui, là, je ferais n'importe quoi pour eux. Ah oui, non, pas n'importe quoi. Mais... Du jus de pamplemousse. Comme d'habitude, et puis une petite vache qui rit, voilà. Et puis on n'est pas figé à ce métier, on peut évoluer. On peut continuer à progresser dans cette société. Alors c'est compliqué, mais il faut en vouloir. Les portes sont fermées, mais il faut qu'on passe par la fenêtre. C'est comme si on était en terrasse. On est au bord de la mer, là. Ouais. À la vôtre. À votre prochain voyage. Je me posais la question si je devrais pas faire la formation d'infirmier. Oh bah oui, je pense qu'il ne faut pas réfléchir, faut le faire. Hein. Moi, je le ferai à votre place. Je vais devenir infirmier, il n'y a pas de doute. Ouais. Comme Didier, la nouvelle génération brise les barrières, refuse l'idée de la fatalité d'un destin. Un optimisme qui propulse ces jeunes femmes et ces jeunes hommes à occuper des postes où jadis on ne les aurait pas attendus. Bonsoir, Karine Bast-Régis, journaliste à France Télévisions et joker du 20h depuis octobre 2020. Il faut mettre les Noirs en avant, il faut donner plus de visibilité à la diversité. Et évidemment, j'ai bénéficié de ce courant. Je l'accepte et le vis très bien compte tenu de mon implication professionnelle qui est reconnue et qui est déjà une évidence avant cela. Je ne me suis pas dit, tiens, je joue un rôle capital pour tous ceux qui vont arriver après moi, mais je m'en rends compte à mesure que le temps passe parce que j'ai des réflexions en ce sens, d'étudiants ou autres qui me disent maintenant que tu es là, on sait que c'est possible. Être rapporteur et travailler ici à la Cour des comptes, dans ce lieu qui pour moi symboliquement est fort, hein, puisqu'on est vraiment sur une incarnation pour moi d'une des plus belles valeurs de la République quand on est ici. Mais la question qui se pose, malgré tout, quand on ressemble à quelqu'un comme moi et quand on regarde à quoi ressemblent ses collègues, c'est celle de cette différence, c'est-à-dire c'est celle de se dire... être la seule, ou en tout cas une des rares femmes noires à la Cour des comptes, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je suis l'incarnation du fait que c'est possible? Ou est-ce que je suis l'incarnation du fait qu'on a un système qui fait qu'aujourd'hui, je suis la seule et que beaucoup d'autres femmes ont le talent, le parcours pour être ici, elles n'y sont pas? Mais moi, attends, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc concret et sérieux. Meilleur espoir de cinéma français. Jean-Pascal Zadi, tout simplement noir. La vache. Et maintenant, je vais poser pour la postérité. Dans le cadre de vie que tu te fais, César du meilleur acteur, ça n'existait même pas. Ça faisait même pas partie du truc. Et je vais te dire un truc, même quand on m'a dit mon nom au César, là, j'avais même une impression d'imposture. C'est-à-dire qu'on m'a tellement montré que c'était pas mon domaine et que j'avais rien à foutre là-dedans, que même quand toute la profession dit « Tiens, le meilleur espoir du cinéma », ton premier réflexe, c'est de dire « Bah non, c'est pas pour moi, je mérite pas. Donner ça à un vrai acteur qui fait des vrais trucs, machin et tout. » Tu vois ? Maurice Sacco, véritable ambassadeur de la cuisine mondiale, est un des premiers chefs noirs français à recevoir une étoile du fameux guide Michelin. Avoir une étoile au Michelin, pour moi, ça représentait déjà beaucoup de fierté. Parce que jusqu'ici, on n'avait pas eu de restaurant africain qui avait une étoile au guide Michelin. Mais nos parents qui sont arrivés, eux, n'ont pas eu le droit de rêver. Ils ont le droit juste de se dire qu'est-ce que je dois faire comme métier pour gagner de l'argent, pour payer mon loyer, pour que mes enfants puissent grandir. Et nous, notre génération, on est né ici, on a grandi ici, donc on a le droit de se rêver astronaute, on a le droit de se rêver physicien, on a le droit de se rêver cuisinier. Et je trouve ça fantastique parce qu'on est une génération qui a le droit de rêver. Le rêve, c'est aussi celui de l'amour, celui qui nous attend sur le chemin de la vie. Anaïs Lerma et Oumarou Sylla se sont rencontrés à Paris.
Je m'appelle Oumarou, j'ai 35 ans. Je suis avec Anaïs depuis maintenant 12 ans. On a 3 enfants, Malia, Zachary, Ismaël. On est ce qu'on appelle un couple mixte. On n'est pas de la même couleur. Moi, je ne nous définirais pas comme ça, mais je sais que c'est la manière dont on est perçu. Le couple mixte traduit la rencontre de deux êtres dont les repères culturels paraissent au départ opposés. Et il faudrait autant que faire se peut les harmoniser. On a grandi à Paris, dans le 15e. On se connaît depuis hyper longtemps, en étant dans une école qui était dans un quartier assez mixte. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'on est très similaires, finalement. C'est vraiment de l'extérieur, on peut croire qu'on est différents. On a grandi ensemble, on a vécu les mêmes choses, on se ressemble plus, malgré qu'elle soit blanche, que si je m'étais mis avec une noire. Voilà, donc je pense que c'est ça. Au XIXe siècle, les couples mixtes sont prohibés et rares dans les colonies comme en France. Au début du XXe siècle, Paris a néanmoins bénéficié de la réputation de terre d'accueil pour quelques couples célèbres. Le boxeur et champion du monde franco-sénégalais Louis Mbarik Fall, alias Battling Siki, et sa femme allemande Linche Siki. L'artiste Joséphine Baker et son mari, l'industriel Jean Lion. Le boxeur panaméen Al Brown et le poète Jean Cocteau forment l'un des premiers couples homosexuels mixtes en France. À Saint-Germain-des-Prés, les couples mixtes mènent la danse après la Seconde Guerre mondiale. Le plus mythique de ces couples, Juliette Gréco et Miles Davis. Ces images idylliques de célébrités cachent à peine une réalité. L'hostilité aux couples mixtes persiste dans la société française des années 60, comme en témoigne ce micro-trottoir. Ce couple que nous avons filmé dans les rues de Paris à l'insu des passants, comment le regarderiez-vous, vous? Avec surprise? Avec mépris? Avec dégoût? Alors non, je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Non, non. On peut savoir pourquoi? Non, parce que ce serait trop long de vous expliquer. Mais ça nous intéresserait. Il y a une chose, évidemment, je ne suis pas raciste, c'est d'accord, mais il y a jusqu'à un certain point. Madame, si votre fille vous annonçait qu'elle veut épouser un noir, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais que il y a des blancs quand même sur la terre. Je voudrais pas que mon fils épouse une noire. Pourquoi, madame? Parce que le café au lait est indigeste. Ah oui? Oui. Cet humour traduisait le regard négatif d'alors sur le couple mixte. Un regard qui, de nos jours, a revêtu des formes plus subtiles et masquées. Moi, j'adore voyager, donc on voyage en famille, on part dès que c'est possible. Quand on va préparer un voyage, c'est vrai que c'est moi qui vais réserver, planifier et booker, parce que on sait que finalement, il y a beaucoup plus de chances qu'on me dise oui. S'il y a ma photo, s'il y a mon prénom et mon nom, que pour lui. T'as vu les bonnes frites? La dernière fois, on cherchait un hôtel pour le soir même. Merci beaucoup. Et je lui dis, descends.
Et il me dit... Je dis, bah non, vas-y toi, alors. C'était un peu, pour lui, c'était un peu évident, alors. Pour lui, c'est évident, en fait. Ouais. Là, ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, mais comment ça, c'est évident? Et il m'a dit, bah oui, ils vont voir un noir comme ça arriver. Tu crois qu'ils vont dire quoi? Il m'a dit ça. Bah oui, ça c'est... Là, c'était sûr. Moi, si j'arrive comme ça, de nulle part, ils vont me dire, mais c'est qui ce mec? Genre, il veut quoi? Et du coup, là, je sais qu'il fallait envoyer Anaïs. Voilà, quoi. C'est vrai que j'ai mis du temps à comprendre ça. Et à comprendre que... qu'il passe mieux avec moi dans beaucoup d'endroits. Qu'il est plus accepté parce que je suis là. Mais ce qui est intéressant dans les couples mixtes, c'est souvent le gars qui est blanc ou la meuf qui est blanche dans le couple, ils se rendent mieux compte, tu vois. Parce que avant ils survolaient ça un peu. Ouais, non, ouais, j'avoue, c'est galère, les Renois, ils souffrent. Mais quand t'es avec un noir ou quand t'es avec une noire, t'intègres avec ton couple les problématiques liées à la couleur noire. Et je trouve que ça, c'est pas mal. Parce que comme ça, on n'est pas tout seul à supporter ça, quoi. Ma femme, même si elle est d'origine italienne-espagnole, elle est blanche-brune, tu vois. Donc, du coup, j'arrive à faire les deux rapprochements. Par exemple, pour aller chercher un appartement, c'était... quand moi j'appelais, oui, c'est un peu compliqué. Ma femme qui appelle après avec son nom de jeune fille, l'appartement, il est là. Après, ma femme, c'est encore un autre cas parce qu'elle a vécu un autre truc. Quand tu es noir et célèbre. Ça veut dire, je rentre dans un magasin, tout le monde... Hey, bonjour, vous voulez quoi? Quand ma femme rentre dans un magasin, que je suis pas là, là, d'un coup, c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus différent. Ça, c'est rigolo, c'est marrant pour elle, parce qu'elle me dit, j'ai vécu quand tu n'étais pas connu, et j'ai vécu quand tu es connu. C'est pas pareil, c'est une autre vie, c'est une autre life. Ça, elle me le dit souvent, ça, c'est rigolo. Il y a toujours des petits clichés qu'on va entendre assez souvent, comme ça, un peu dites d'une façon anodine, où ça va être, par exemple, nous, on a eu 3 enfants en 4 ans et demi, on va nous dire, ça se voit que t'es avec un noir. Ça, Oui, après, on peut avoir des petites remarques, genre qu'on ait fait un mariage blanc pour avoir des papiers, ou que... Surtout qu'il est né à Aubervilliers, et quand on n'est pas mariés, mais... En 1966, la télévision française réalise pour la première fois un documentaire sur le couple mixte. Elle choisit donc de suivre une famille, celle de la Française Marie-Yvonne et de l'écrivain béninois Olympe Belli-Kenom. Ils ont 4 enfants. Au début, j'étais un peu inquiète. Moi, je me demandais si c'était bien de faire ce mariage. Après tout, c'était tellement quelque chose d'extraordinaire. Je n'avais jamais vu. Dans ce pays-là, je n'avais jamais vu, moi, un mariage de noir et de blanche. Je me disais, mais enfin, est-ce que c'est quelque chose de normal? Enfin, j'ai écouté ma raison. Je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce que tu reproches à ce jeune homme-là? Il avait toutes les qualités que j'aurais aimé dans un futur genre. Enfin, j'espère que j'ai raisonné justement, en me disant que je n'avais pas empêché le mariage de ma fille avec le jeune homme qu'elle aimait, tout simplement pour éviter les commentaires des autres. Parce que vous m'avez donné des beaux petits enfants que j'aime et qui m'aiment. Et ma foi, je suis une grand-mère heureuse. Hop. Pour nos enfants, la double culture, c'est une chose de super, oui. Miam miam. Par exemple, Malia, elle, la plus grande, elle voit qu'il y a une différence chez la mamie blanche, mamie noire. Elle sait, on mange pas pareil. Tu peux parler de ce que tu veux, Malia. On regarde pas les mêmes choses. Ton plat préféré, c'est quoi? C'est du riz avec du poulet. Le riz de qui? Mamie Cizé. Le riz de Mamie Cizé? Et ça pique un peu. Chez elle, parfois, ça pique beaucoup, hein. Ouais. Même papa, il peut pas manger. Ouais, des fois, c'est trop fort. Hein. Chez Mamie Cissé, t'aimes bien manger avec les doigts? Oui. Et chez Mamie Ça? Non, on n'a pas le droit. Elle hurle. Elle hurle. Ça leur apprend qu'il n'y a pas une manière de vivre et une bonne manière de vivre. C'est des petites différences comme ça qui apportent une richesse pour eux
c'est quoi ta couleur de peau? Beige, clair. Ouais. Marron foncé clair. Ouais. Et papa? Noir, pas fort. Noir pas fort. Parce que je vais bientôt devenir multicolore. T'es sûr que tu vas devenir multicolore? Oui. Comment multicolore? Multicolore. Ah ouais, toutes les couleurs? Oui. Le métissage serait pour beaucoup une autre manière de repenser nos rapports, d'additionner nos cultures en dépit de leurs différences et donc de redéfinir notre humanisme de manière positive. Quand ils voient leur mère blanche et leur père noir ensemble, qui ont en plus une religion différente et qui voient qu'ils s'aiment et que ça va très bien, j'espère qu'ils se disent que si dans une maison ça peut marcher dans un pays et dans le monde entier. Et moi, c'est ce que je dis à mes enfants. Je dis que vous êtes presque comme des super-héros. Ça veut dire que vous allez voir papy en Afrique, vous voyez la dimension africaine de votre identité, vous voyez les racines, vous voyez la spiritualité, vous voyez plein de choses. Et après, vous pouvez aller au Pays Basque et vous voyez la dimension de la régionalité française et tout. Et je dis, mais là, vous êtes comme des super-héros, vous avez plus de force que nous. À la naissance de mes enfants, je me suis dit, dans tous les cas, même s'ils sont métis, on voit un peu qu'ils sont un peu plus foncés. Ma plus grande peur, c'est que je ne peux pas leur promettre qu'ils ne vivront pas le racisme. J'ai l'impression de leur avoir donné un poids. Et quand tu es parent, donner un poids à tes enfants, c'est compliqué. Ce poids que ressent Soprano, certains le transforment en une force, en une mission salutaire. Vous êtes prêts? Ouais. Souriez, hein. Lamine Condé porte en lui une partie de notre histoire qu'il transmet avec patience aux nouvelles générations. 5, 4, 3... Une histoire faite de courage, une histoire de la construction de la nation française. Je m'appelle Lamine, j'ai 85 ans, j'ai 5 enfants et 13 petits-enfants. Je suis l'un des derniers tirailleurs français. Les tirailleurs sénégalais étaient reconnus pour leur bravoure durant les guerres mondiales et de décolonisation aux côtés de la France. Du nom d'une technique de combat de troupes légères, les tirailleurs étaient une section militaire des troupes coloniales créée au Sénégal en 1857. Mon grand-père s'est battu pour la France et a fait la guerre 14-18. Il était à Verdun. Mon père s'est battu aussi pour la France et a fait la guerre 39-45. Et moi, j'ai fait l'Algérie. Vous voyez? Malgré leur appellation, les tirailleurs sénégalais étaient en réalité originaires de toute l'Afrique noire. Tu as vu la photo là? Ça c'est pour l'Algérie, ça. Ça, j'étais chef d'équipe là. Ça, c'est El Melia. Ça veut dire quoi, tirailleurs? Tirailleurs, parce qu'ils sont venus, on les a tirés d'ailleurs. Ils sont venus d'ailleurs. Tirés ailleurs. C'est des gens qui sont tirés d'ailleurs, ils sont venus ici. Mon grand-père est ce qu'on appelle aujourd'hui les tirailleurs. Et lui, en fait, il était un soldat de l'infanterie durant la Seconde Guerre mondiale. Il est venu en France à 22 ans. Mon grand-père est camerounais, il était tirailleur pour la France. Mon grand-père, Tapé Blé-Pierre, était un tirailleur qui a débarqué à Bordeaux. Et on a été le chercher au village en Côte d'Ivoire. Il avait 22-23 ans. Et on l'a ramené en France pour venir faire la guerre contre des Allemands qu'il ne connaissait même pas, pour des gens qui avaient colonisé son pays. Si tu avais eu le choix de t'enrôler pour l'armée française ou de rester en Guinée, est-ce que tu aurais choisi quand même de t'enrôler dans l'armée française?
Non. J'étais obligé de venir me battre. Hein? Ouais. Ah ben, je ne suis pas venu en France comme ça pour moi. C'est l'armée qui m'a fait venir en France. J'ai été appelé dans l'armée française. Quand tu étais appelé dans l'armée, tu devais servir, coûte que coûte. C'était la France qui, qui était le colonisateur. Mon grand-père était un cultivateur, mais il a été enrôlé comme tirailleur lors de la Seconde Guerre mondiale. Son casque de soldat trônait encore dans sa case quand il est mort. Voilà, cet homme a participé à la libération de la France. Il a risqué sa vie et nous, petits-enfants, sommes encore en train de légitimer, de justifier le fait que nous soyons français. Oui, mais en tout cas, nous, si jamais il y a quelqu'un qui vient nous dire qu'on est noir, donc on retourne au pays, on va dire non, parce que nous, on est français, parce que tu t'es battu pour la France. Voilà, c'est une bonne réponse. Fallait lui demander aussi, toi, qui tu es. Tous ces parcours montrent que l'Odyssée des Noirs en France s'écrit au présent, riche de la variété de ses personnages. Je viens prendre un peu de votre sagesse. Je peux vous prendre la main. Hein? Merci, très bien, merci, Okay. merci. Ce n'est pas une histoire figée, c'est une histoire universelle, en constante évolution. Un petit café, s'il vous plaît. Avec l'urgence de la transmettre aux générations futures qui, elles, en écriront la suite.